Prof, on parlait de justement. Yes, that last week there was a parent that made a remark based on. I think we had one of a parent or a teacher that said parents have a role to also play in the education of their children. Yes. And maybe based on your response, you said parents are not like they have no role to play. And she said, what her own observation is based on the fact that some parents do not like they are 100% like abandon their children only on their tutors. Like their tutors are supposed to do everything. Now it's okay for a parent when your child comes back from school, even if you don't know how to read, even if you don't have an idea, it's okay for a parent to like, what did you study today? How was, or even if the child had maybe an exam in school, how was your exam? That no parent, they don't even get to check the books of their children. That's not what I said last time. I didn't say that parents have nothing to do about the education of their son. Okay. That's not my purpose. What I wanted to say last time is that les parents ont une part de responsabilité, mais en matière d'éducation, dans le concept d'éducation, les enseignants ont une responsabilité très importante parce qu'ils n'ont que ça à faire. Parce qu'au-delà de l'appui à l'éducation que les parents doivent apporter pour les enfants, les parents ont autre chose à faire. Comme par exemple, en ce moment, là où je vous vois les dames, probablement vous avez des enfants, mais vous êtes ici, vous êtes au boulot. Vous êtes au boulot. Et qu'est-ce que vous faites de votre boulot? Parce qu'à la fin du mois, il faudrait marcher, il faudrait avoir de quoi apporter à la survie de l'enfant. Bon, pendant ce temps, où est l'enfant? Si c'était en période d'école, l'enfant serait à l'école. Donc, aux mains des enseignants, aux mains de tout le monde. Maintenant, si on prend sur le plan statistique un découpage de la journée de l'enfant, vous allez constater que vous, parents, vous passez moins de temps avec votre enfant que l'enseignant. Et donc, du coup, celui qui passe le plus de temps avec l'enfant a énormément plus d'impact sur l'éducation de l'enfant que vous-même. Maintenant, quand ça revient à la maison, le temps que l'enfant passe avec vous, c'est le temps, enlever le temps qu'il dort. Hein. Pendant qu'il dort, il n'est pas avec vous, il est quelque part. C'est-à-dire le temps où vous échangez avec l'enfant, le temps où vous observez ce qu'il fait, est relativement petit par rapport à ce que les enseignants ont comme temps. C'est pourquoi je dis, les enseignants n'ont dans leur vie que cette responsabilité de veiller aux enfants que l'État leur confie et pour lequel ils ont été formés. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi ils ont une responsabilité importante. Parce que maintenant, on va tenir compte de ce qu'on appelle la communauté éducative. La communauté éducative, c'est l'ensemble de partenaires qui participent à l'éducation de l'enfant. Et là-dedans, vous avez les parents que vous êtes, vous avez, je vais dire quoi, les gens qui sont autour, quoi. La mairie qui doit faire son travail, l'État qui fait le sien, ainsi de suite. Mais dans l'éducation, en termes d'acquisition de connaissances, de formatage de l'enfant à l'attitude et le comportement qui sont fondamentaux, ça c'est du ressort des enseignants et ils ont été formés pour ça. Ok. Monsieur Somo, chaque année, je ne sais pas s'il y a une année où lors des examens, il n'y a pas eu l'eau, le fameux lot. Et puis, à mon année, quand je composais, il y avait ça. Ma question c'est, qui a l'auteur de l'eau à chaque fois qu'il y a les examens? Est-ce que ce sont les enseignants ou pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Bon, c'est une thématique pour laquelle je vais vous suggérer un jour, quand vous aurez un peu de temps, que vous organisez et qu'on en discute sérieusement. Parce que c'est plus délicat que ça. Parce que pour comprendre cela, il faut reparcourir tout le circuit d'une épreuve. Parce que lorsque dans la classe, une épreuve arrive devant un enfant et qu'il déchiffre, vous ne savez pas les étapes qu'il y a eu au départ. Ces étapes commencent dans le lycée. C'est-à-dire que dans le lycée, des enseignants conçoivent des épreuves. Dès qu'ils ont fini de concevoir les épreuves, ils les soumettent à ce qu'on appelle un chef de département au lycée, au collège. Le chef de département procède au tri
à la sélection, au traitement. Dès qu'il a fini de traiter le chef de département, il passe à l'inspecteur régional. Wow. Il y a un inspecteur régional ici, dans la littorale, qui prend les épreuves dans la majorité des établissements. Après, lui, il fait un tri. On va lui dire, peut-être tu vas nous proposer 10 épreuves. Bon, il fait un tri des 10, il traite ces épreuves, puis il met ça en scellé et il envoie aux inspecteurs nationaux. Les inspecteurs nationaux, eux, ils vont regarder, ils vont traiter, ils vont faire le tri, ils vont passer à une autre commission. Cette commission, celle-là, c'est celle qui va constituer ce qu'on appelle la banque des épreuves. C'est-à-dire qu'on va mettre dans une forme de banque. On sécurise là-dedans avec les corrigés et tout. Maintenant, quand l'examen arrive pour 2024, là, vous allez voir, si vous prenez l'épreuve de vos enfants cette année, vous allez voir 20 écrits normalement, mais vous allez voir 24 comme si c'est écrit au bic. Au bic, voilà. Bon, en fait, c'est que c'est à la dernière minute, lorsqu'on a tiré, on a sélectionné, on a mis la 24 pour dire que bon, ça sera par exemple le bac 2024, ce sera ça. Maintenant, dès qu'ils ont fini ce traitement de choix, ce n'est pas fini. Ils vont envoyer maintenant dans la commission reprogrammatique. Ceux qui font la reprographie, c'est ceux qui vont multiplier les épreuves. Parfois, ils sont enfermés quelque part, ils vont multiplier et ils vont sceller. Et ils vont sceller. Dès qu'ils vont finir de sceller, ils vont passer tout le scellé maintenant à une autre commission qui est chargée de la distribution. Parce que l'épreuve doit arriver à Ngaoundéré. Il faut que si c'est une épreuve de philosophie, il faut qu'elle soit à Ngaoundéré demain matin à 8 h. Bon, alors, on va mettre donc des chargés de mission en route. Alors, les chargés de mission, toute la nuit, vont rouler avec chrono. Ouais, c'est comme 24 heures chrono. Et ça, si c'est par avion, si c'est par voiture, ils vont arriver. Et une fois qu'ils sont arrivés ici à un centre d'examen X, ils vont retrouver le chef de centre d'examen qui parfois est le proviseur du lycée. Le prophète du lycée va décharger sous scellé, il va décharger et il va mettre dans un box sécurisé en attendant qu'arrive maintenant celui qui est chef de secrétariat dans ce centre d'examen avec le chargé de mission. Ils vont aller ensemble enlever, ouvrir le carton, prendre l'épreuve concernée et doivent amener l'épreuve devant les candidats. On n'ouvre pas l'épreuve avant dans le bureau. Ils vont avec l'épreuve devant les candidats. Tous les candidats, ils montrent bien que l'épreuve porte les scellés. Si c'est de l'OBC, si c'est de la direction de l'ADEX, ils voient bien les scellés là. Allez, on ouvre pas et puis on sort l'épreuve. En ce moment, l'épreuve doit aller. Donc, de là à là, il y a une clause de confidentialité qui commence depuis le moment où l'enseignant a conçu l'épreuve jusqu'au moment où l'épreuve est arrivée chez l'enfant. Quand vous avez un circuit comme celui-là, quand vous entendez qu'il y a de l'eau, simplement que l'épreuve est dehors. En ce moment, forcément, dans tout ce circuit, à un moment donné, il y a une petite défaillance qui a fait que ça fuit. Et l'épreuve, une fois que ça fuit, en un temps, c'est des affaires d'une seconde, hein, ça fuit. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple fort simple. Ceux qui font la reprographie, qu'ils multiplient, ils sont en train de... C'est des machines. La machine ne te rappe. Après, au moment donné, la machine se coince. Il y a une feuille qui était déjà engagée, une épreuve qui était déjà engagée, puis ça froisse. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on froisse, il faut qu'on détruise. Et quelqu'un peut aller ramasser. Et il y a un bandit qui est là, qui lui, c'est un agent de ménage. Lui est supposé venir prendre la poubelle là et aller la vider tout de suite. Il prend, il détache, il a son épreuve. Il a filmé tout de suite. Il a balancé, c'est fini. Ça fuite et puis tout le monde a les... Ça veut dire que tout est possible. Il y a qu'au moment où l'enseignant qui a conçu l'épreuve dans un lycée ou dans un collège privé, il a conçu l'épreuve, il a dit bon, il ne faut pas que mes enfants à la fin d'année, il arrive qu'ils aient l'épreuve et que c'est moi qui ai conçu l'épreuve, ne sort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait traiter cette épreuve par ses enfants, par ses élèves, même s'il ne leur dit pas que c'est l'épreuve qui est envoyée. Et puis au sorti, quelqu'un vous dit, nous avions déjà traité l'épreuve là totalement, c'est l'épreuve qui est venue. Tout est possible. Donc c'est quelque chose de complexe. Moi je veux venir sur, parce que par rapport, on revient sur ces histoires ces résultats qui sont vraiment, pour la question de ce jour. Oui.
la suite, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'explications la semaine dernière et ça nous a véritablement ouvert les yeux. La suite, donc, c'est quoi? Oui, la suite, c'est quoi, effectivement? C'est-à-dire que l'année scolaire qui commence, qui est déjà engagée, aura sûrement un impact qui sera dû à ce que l'année dernière a été. Automatiquement. Forcément, ça dit qu'il y a une corrélation entre la fin de l'année dernière et la nouvelle année. Bon, alors, il y a donc forcément un lot de problèmes qui vont aller avec. Je vais prendre un cas simple. L'année passée, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'échecs au baccalauréat, au baccalauréat littéraire, par exemple. Bon, Oui, du coup, vous littéraire. avez beaucoup d'enfants qui vont reprendre la classe terminale. Hey. Bon, ils vont revenir dans leurs établissements. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils vont revenir dans leurs établissements? Est-ce qu'on n'a pas écrit là-dessus ne peut tripler ou ne peut doubler ou bien âge avancé? Âge avancé. Ou bien Is that how they do it? exclu? Oui. Really? Oui. Oui, il y a beaucoup d'enfants où c'est déjà décrit sur le bulletin que peut-être c'est déjà un redoublant, on a dit ne peut tripler. Ne peut, oui, ne peut tripler, C'est une oui. possibilité. Ou Dans bien le on peut lycée. dire qu'il a déjà dépassé les 21 ans autorisé pour reprendre la classe. On dit on ne peut pas le reprendre parce qu'il a dépassé l'âge de faire la classe de terminale. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça en rapport avec. Et en même temps, il y a un flux d'enfants venant de la classe de première qui ont eu leur probatoire et qui fraîchement tapent aux portes de l'établissement, de la terminale et qui vont trouver un flux d'enfants important. Voilà donc le premier problème qui est là. Quand on dit what next, c'est comment on va résoudre ça maintenant. C'est-à-dire le goulot d'étranglement qui va se faire dans ces classes de terminale. Voilà un vrai problème qui va se poser. Bon, maintenant, il n'y a pas seulement ça. L'année précédente, comment est-ce qu'elle est finie? Aujourd'hui, là, un parent dit responsable, je mets ça entre guillemets, tous les parents sont responsables. À partir du moment où vous avez fait votre enfant, les gens qui disent que c'est des parents irresponsables, moi je dis qu'il faut faire attention. Si quelqu'un a mis son enfant, mis son enfant au monde et que son enfant est arrivé jusqu'à ce niveau, ce n'est pas vous qui l'avez élevé à sa place. Exact. Il a élevé son enfant et a trouvé la dire qu'il est irresponsable, c'est trop dur. Moi, je voudrais plus qu'on parle des parents non prévenants. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas anticipé sur la rentrée, comment ça va se passer. Maintenant, c'est comment on gère la nouvelle entrée, déjà avec la psychose des enfants qui ont fait convenablement le travail l'année dernière, mais qui ont échoué. Quel est l'état d'esprit? Dans quel état d'esprit les accueille-t-on dans les établissements pour qu'ils soient suffisamment prêts pour aborder la nouvelle année et se mettre au boulot, sachant qu'ils peuvent ou non réussir l'année qui suit. Vous voyez, il y a énormément de problèmes autour de la gestion de la nouvelle année qui tiennent, donc qui ont pour raison, n'est-ce pas, ces nombreux échecs qu'on a connus l'année dernière. Bon, pour ceux qui ont réussi, ça va, ça coule, ça va. Mais pour ceux qui n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ont eu le probatoire qui s'en vont, qu'est-ce qu'on fait? Que dire de ces enfants qui peut-être ont échoué cette année et n'ont plus envie de refaire? Et parfois, il y a même des parents qui décident à leur place en disant que tu as même déjà trop échoué. Va faire la mécanique. Parce que tu faisais A. Et puis maintenant, on va t'envoyer faire la technique. Il y a des parents, moi j'en connais, qui ont fait ça. Ouais, c'est d'ailleurs ce que ça fait un peu partie du problème qu'elle a soulevé d'entrée de jeu. C'est-à-dire que j'ai lu un ouvrage d'un collègue il y a 2 ou 3 jours qui m'a beaucoup intéressé, où il parlait des enfants qui sont prisonniers des rêves des parents. Francis Serret. Des parents qui sont enfants prisonniers des rêves des parents. De mon père. Ouais, des rêves de mon père. C'est Francis Serret. Très bien. Ça veut dire que vous lisez. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. He's our guest. Prisonnier des rêves de mon père. Voilà, prisonnier des rêves de mon père. Quand tu lis cet ouvrage, tu as Aurélie qui a dans le blog Mon enfant qui a préfacé ça à un moment donné, a dit quelque chose d'assez fondamental. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants échouent simplement parce que à un moment donné, ils sont dans un itinéraire où ils ne se sont pas engagés, mais pour lesquels les parents les ont engagés. Voilà. L'échec fait partie des éléments qui confortent ou qui détruisent
ces fantasmes-là. Pour une raison simple, c'est-à-dire qu'un enfant qui a échoué, s'il n'est pas dans le créneau qu'il s'est imposé, qu'il s'est donné lui-même, qu'est-ce qu'il dit? J'avais dit à mon père que je ne voulais pas faire cette série. Je lui avais dit que je ne voulais pas aller faire ceci. Maintenant, il m'a obligé à aller faire. Maintenant, j'ai échoué. Où est-ce que le parent trouve donc l'explication et la ressource nécessaire pour convaincre son enfant qui a échoué, pour lui dire que non, tu as échoué cette fois-ci, il faut repartir de plus belle, tu vas avancer. L'enfant voudrait tout simplement que le parent assume le choix qu'il lui a imposé et ne trouve donc pas l'énergie nécessaire pour reprendre. Voilà un des problèmes. Quand on dit what next, comment le parent va faire pour convaincre cet enfant à reprendre ou à recontinuer dans cette filière qui lui posait un échec, alors qu'il croit l'année dernière avoir donné tout ce qu'il pouvait pour échouer. Vous voyez? Il y a des problèmes de cette nature-là. Bon, et sûrement que ça, c'est au moins pour les parents que j'ai dit prévenant, c'est-à-dire que ceux qui ont eu le temps de discuter même avec les enfants. Il y en a qui n'ont même pas le temps de discuter avec les enfants. Il y en a qui savent souvent qu'à la fin de l'année, il faut donner de l'argent, il faut que l'enfant reprenne. Mais est-ce qu'ils sont préparés? Pas du tout. Donc, il y a vraiment énormément de problèmes induits par les résultats de l'année dernière. Et c'est pourquoi il est convenable qu'on se pose la question de savoir comment nous préparons la rentrée prochaine. La rentrée. Voilà. Now, I want to ask you, talk about maybe in the French section of education. Okay, now what about children who did not, like students who did not pass maybe the baccalaureate exam, the BAC, and now they have to repeat. Yes. But maybe the institution will not permit them to come back there. Yes. Now, is it advisable for a child that maybe your academic year has been from 1 right up to back in a particular institution, and where you failed, now you have to, is it advisable for the child to change now go to a different school just to write maybe the last part of it? Non. Vous voyez, c'est vrai que l'échec a toujours ce qu'on appelle des traumatismes induits. C'est-à-dire qu'un enfant qui a échoué, passage en classe supérieure, ou qui a échoué à son baccalauréat, bon, par exemple à son probatoire, et qui l'année prochaine revient dans le même établissement, et dans la cour là, où bien déjà il voit quand il faut mettre les gens en rang pour entrer dans des salles de classe, il voit les camarades avec lesquels il était l'année dernière ensemble, qui sont plutôt alignés devant la classe de terminale, ils sont alignés dans la classe de première. C'est pourquoi dans les établissements, quand vous allez constater que les redoublants, ceux qui sont dans cette situation, les premiers jours de la semaine, vous ne les voyez pas. Vous n'allez pas les voir. Pourquoi? Tome 1, non, tome 2. Ils ont déjà les cours de l'année dernière. Il y a la honte. C'est la frustration. Si c'est le mot. Frustrés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... ils ne peuvent pas être à l'aise, si vous voulez, de savoir que leurs camarades sont déjà devant, ils sont derrière. Non, ça ne peut pas, ça ne passe pas. Bon, et donc, dans ce cas, vous allez les voir arriver, peut-être une, deux, ils commencent à venir un à un. Hein. Une semaine après, ils commencent à venir doucement, il vient aujourd'hui, il vient plus progressivement. On en sait quelque chose. Lorsqu'il prend l'habitude. On a été les tombes. Hein? Lorsqu'il prend l'habitude, en ce moment, il commence à venir et il va prendre donc le fil des autres. Bon, est-ce que c'est bien de changer d'établissement? Oui, on peut avoir l'idée de changer l'établissement parce que lorsqu'il va aller là-bas, lorsqu'il s'aligne, personne autour là ne sait que, comme elle a dit, que c'est un redoublant ou non. Là, il préfère aller dans un autre établissement. C'est pourquoi la majorité des enfants vont demander donc aux parents à changer d'établissement. Mais est-ce que c'est bon alors? Est-ce que ça, c'est assez complexe parce qu'on peut se dire deux choses. Sur le plan pédagogique, on peut se dire, OK, s'il a eu certains enseignants cette année, bon, on suppose que ces enseignants lui ont donné tout ce dont il avait besoin pour passer, mais ça n'a pas réussi. En allant dans un autre établissement avec d'autres enseignants, on va lui apprendre d'autres choses et d'autres méthodes. Probablement, cela pourrait l'aider à réussir. Pourra avoir un plus. En même temps, on va se dire non, il a fait ce qu'il faut, peut-être un incident fait qu'il ne passe pas. Il vaut mieux que dans un environnement qu'il maîtrise, dans les conditions qu'il maîtrise, il le reconnaît mieux. C'est un peu comme si tu passais ici, tu es arrivé quelque part, tu es tombé, et puis lorsque tu reviens en repassant, tu dis voici le trou où il était, c'est parce que tu es dans le même environnement
que tu vas reconnaître les raisons. Donc, dans tous les cas, ça va donc dépendre de chaque enfant. Ça va dépendre des parents. Ça va dépendre des raisons pour lesquelles il a échoué. On ne peut pas donner ici un conseil tranché pour dire que c'est bon. Mais parfois, pour éviter le traumatisme que cela peut causer à un enfant du fait qu'il ait échoué dans un établissement et de voir ses amis autour qui sont devant et pour lesquels il va être frustré toute l'année, il vaut mieux parfois changer d'environnement. Moi, je vais dans le sens un peu de Cathy aussi par rapport, maintenant ça c'était pour changer l'école. Moi, je vais sur changer la série. Quelqu'un qui faisait la série littéraire, il décide par exemple d'aller en série D. Parce qu'il y a des enfants qui osent, qui ont osé. Oui, c'est vrai. Il y a des enfants qui ont osé comme ça. Qui partent de la série A pour la série D. Parce que la D, c'est un peu comme le mélange de la C et de la A. En fait, on se dit, on se dit c'est abordable pour quelqu'un, mais seulement l'enfant va se dire, j'ai plus d'efforts à fournir parce que j'entre dans une nouvelle série. Est-ce possible? Est-ce que c'est le bon risque pour cet enfant s'il veut aller un peu plus loin? Bon, je crois que vous posez un problème en matière d'orientation, on appelle ça la réorientation. C'est-à-dire que est-ce que la réorientation doit être décidée par un échec? Voilà. Bon, et là, je vais vous dire tout de suite non. Lorsqu'on n'a pas réussi dans une filière, c'est forcément qu'on a été mal orienté dans cette filière. D'où la nécessité d'une science que vous évoquez en entrée, qui s'appelle l'orientation scolaire. Parce que l'orientation scolaire, tout le monde semble résumer ça au simple choix que vous pouvez opérer un enfant avec le concours de ses parents, qu'on le veuille ou non, pour une filière d'études. Mais il y a toute une science autour qui répond à un process qui est assez complexe et qui intègre beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Je peux vous les citer parce qu'étant spécialiste dans le domaine, je vous dirais, le premier élément peut être ce qu'on appelle les schèmes naturels. C'est-à-dire que naturellement, là où vous êtes, ce monsieur-ci, que vous le vouliez ou non, Calvino, dès que vous mettez les yeux sur lui, vous mettez à rire seul. Vous comprenez? Vous mettez à rire seul, ça dit qu'il vous inspire le rire. C'est quelqu'un qui vous inspire la joie, le rire et tout cela. C'est-à-dire qu'il a ceci de naturel en lui. Ce que vous avez, vous autres peut-être, c'est la facilité de la langue à vous exprimer. Forcément, vous avez également des aptitudes, vous êtes très très réceptif sur tout ce qui concerne les langues, par exemple. C'est naturel. Et chaque individu a ses capacités naturelles. Voilà. Et ça, il y a des outils qu'on appelle les tests, qui permettent, on appelle ça des tests psychotechniques. Ils permettent, si je vous soumets à un test ici, de dire, Calvino, voici, elle c'est ça, elle c'est ci, elle c'est ça. Ça c'est le premier élément. Il faut le mettre sur la table. Il faut mettre maintenant ce qu'on appelle les acquisitions cognitives. Les acquisitions cognitives, c'est en fait l'ensemble des apprentissages que vous avez connus depuis l'école primaire, depuis la CIL. Oui. Vous avez accumulé des connaissances, des connaissances, des connaissances. À un moment donné, on peut dire, OK, il a accumulé des connaissances en mathématiques, en français, mais il est plus apte dans ce qui concerne le français que dans ce qui concerne la mathématique, les sciences physiques ou le SVT. On les pose également sur la table. Il n'y a pas, ça ne suffit pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les intérêts professionnels. C'est-à-dire que vous me donnez votre enfant, quel que soit le niveau où il est, je soumets cet enfant à ce que j'appelle un QIP, un questionnaire d'intérêt professionnel. Au sortir de ce questionnaire d'intérêt professionnel, je trace un profil. Je dis, voici l'ordre des métiers pour lesquels votre enfant présente le plus d'aptitudes. Il a des aptitudes à la fonction, au métier de journaliste. Celui-ci peut être un bon maçon, celui-là peut être un bon menuisier, celui-là peut être un bon artiste, un bon artisan, ainsi de suite. Donc ça également, je dois poser sur la table. Maintenant, je dois tenir compte de la volonté maintenant des parents. Vous êtes des parents, qu'est-ce que vous souhaitez que votre enfant fasse plus tard? Je n'enferme pas l'enfant là-dedans, mais vous donnez votre avis. Je pose
là-dessus, ce n'est pas tout, mesdames. Il y a encore beaucoup d'autres éléments qu'il faut mettre en compte, c'est-à-dire qu'il faut poser sur la table. Lorsqu'on a recensé tous ces éléments, on arrive maintenant à ce qu'on appelle un compromis d'orientation. Voilà. Le compromis d'orientation, c'est mettre ensemble tous ces éléments, puis à la fin, dans le cadre d'un conseil, parce qu'il faudrait tenir compte également du pouvoir économique des parents. Il faut tenir compte de la longévité dans le système scolaire de l'enfant. Il y a des enfants qui sont doués, qui vont faire de longues études. Il y en a qui ne peuvent pas, mais qui vont faire des études très courtes, ainsi de suite. Lors de la rencontre, donc, du compromis, on dit par rapport à ceci, c'est cela. C'est comme sur un tableau. Hein. On dresse un tableau avec des choses qui viennent. Et puis le tout se rencontre sur un endroit précis qui va déterminer donc, la série qui est appropriée pour l'enfant. Et lors du conseil de classe, en fait, le conseiller d'orientation qui est assis là vient donc avec le compromis d'orientation. Il dit, après avoir fait ceci, cela, cela, il se trouve que cet enfant sera plus à l'aise vers telle filière, telle série, parce qu'en prévision de ça, il y a un projet professionnel qui peut prévoir que d'ici 2, 3, 4 ans, 5 ans, il aura fini des études ici et il pourrait exercer tel type de métier. Waouh! Voilà le principe. Bon, maintenant, lorsque ce principe est sorti et qu'un enfant a échoué, ça veut dire que quelque part, dans l'élaboration de ce compromis, il y a des éléments qui ont été faux. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant qui est premier, deuxième en classe de troisième, il entre en seconde, il commence à devenir dernier. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a ça. Le premier cycle est bien, le second cycle, c'est vrai que nous ne négligeons pas le contexte. C'est-à-dire que votre enfant a 13, 14 ans. Il était en troisième, il est premier, deuxième. C'est une jeune fille. Elle est belle comme ma fille Mireille ou sa collègue, c'est des belles femmes. Et puis, bon, les gars ont commencé à tourner autour. Et puis, finalement, elle a commencé plus à passer le temps dans la salle de bain que véritablement devant ses cahiers. Voilà. C'est un impact. Qui peut être lié peut-être à sa puberté, qui peut être lié à ceci. Bon, c'est un garçon qui a déjà 14, 15 ans, avec les mecs du quad, ils ont déjà commencé à attaquer les petites. Et puis, bon, maintenant, il y a une petite qui le perturbe. Il y a une petite téléphone. Il y a une petite qui est en train de le perturber. Alors, et si la petite le perturbe, il revient à la maison là, au lieu peut-être au téléphone qu'il a volé, téléphone de papa ou de maman, qu'il a oublié un téléphone d'un pote qu'il a mis dissimulé dans le sac, il est venu. Et puis maintenant, ça a perturbé complètement sa scolarité. Donc, il y a tous ces éléments. L'éducation, mes amis, c'est quelque chose de complexe. De complexe. C'est pourquoi il y a des spécialistes. C'est-à-dire que chaque famille, vous êtes une famille, vous voulez vraiment assurer l'éducation de vos enfants, recrutez un spécialiste de l'éducation comme vous avez votre médecin. C'est-à-dire quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous confier et dire voici ce que je constate pour mon enfant, voici, voilà. Il va vous dire, ok, même si l'enfant a 3, 4, 5 ans, il joue dans la cour, il va vous dire, ok, observez, voyez ce qu'il fait. Ça peut vous donner une idée de ce que l'enfant pourrait être demain. Parce que tu vas voir un parent qui va arriver à dire que vraiment mon fils, il y a une vieille radio à la maison, il a démonté toute la radio, il a remonté, il a remis en place. Et vous riez, les parents rient, puis ils passent dessus, ils s'en vont. Mais demain, lorsqu'il va falloir orienter l'enfant, vous allez oublier que c'est un enfant qui vous a démontré qu'il a des aptitudes à faire ça. Voilà. Oh là là, Maurice, c'est... Oh my God, le temps nous tient à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents là pour l'année prochaine, pour cette année scolaire qui va s'engager pour sortir? Chaque parent devrait, au moment où nous parlons, avoir ce qu'on appelle un tableau de bord. Un tableau de bord pour la rentrée. You wanted to ask me something? No, tableau de bord. No, it's okay. Ouais, le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quoi? C'est que... Roadmap. Ok. Ah, ok. Tu vois, pourquoi moi je comprends ton anglais, toi tu ne comprends pas mon Ton français? c'est trop up. Le tableau de bord. Je fais tous les efforts pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Le tableau de bord, c'est un endroit où vous notez pour la rentrée scolaire des enfants, vous avez la liste de tous vos enfants et vous avez les éléments qui concourent à la préparation.
que vous devez cocher. C'est-à-dire que, bon, j'ai 3 enfants, André, Pierre et Paul. Bon, allez, je mets dans la première ligne que les classes pour 2024-2020, ils sont faits quelles classes? Je mets l'autre terminale, l'autre troisième, l'autre première. Je mets là. Alors, qui a passé? C'est-à-dire que, ou qui a échoué? Vous mettez a échoué, a passé, a passé. Il faut cocher ça. Bon. Maintenant, là, vous entrez dans la perspective pour l'année prochaine. Établissement pour l'année 2025. Tu mets devant Paul tel établissement, tel établissement, tel établissement. La suite, c'est qu'est-ce qu'il faut comme moyen en termes de livres, cahiers, machin et tout, paf. Qu'est-ce qu'il faut pour l'inscription? Pour chacun. Tu as mis sa colonne. À chaque chose, tu as. Et puis, à la fin, tu as la dernière colonne qui va dire prêt. Bien sûr, il est OK. Voilà. OK, ça veut dire qu'il a coché toutes les cases. Donc, tu as un parent qui est tranquille. Tu as prêté les moyens de locomotion. Tu as prêté les aléas parce que c'est la saison des pluies. Oui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Que chaque parent responsable ait, à ce moment précis, fini de faire son tableau de bord pour son enfant. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Bravo. Maurice Somo, voilà, qu'on ne présente plus, je crois qu'il a du cabinet psycho-éducatif, voilà, cabinet psycho-éducatif, où il en est responsable. On peut l'avoir, on ne le présente plus. Il est, voilà, c'est un monsieur très connu des plateaux télé. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, à tonton Calvino, merci. Je suis un aussi. répétiteur. Enseigner, ça apprend 2 fois. Cathy, on se dit À demain. à demain. Et voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre patience. Et puis, merci d'être fidèles à cette émission The Rendez-vous. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera quand il sera 10h. D'ici là, portez-vous bien et restez surtout en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Sortez couvert. Ciao. Hein? Sortez couvert. Mercredi.